On va revenir sur cette affaire de cette étudiante Gazaoui dont on vous a beaucoup parlé hier. On a envie de savoir très concrètement comment cette étudiante a-t-elle pu passer à travers les mailles du filet, Régine, ce soir. Alors, Nour A, qui est âgée de 25 ans, en 2023, le 8 mars, elle était lauréate d'un prix, d'un concours, un prix qui était sur 10 mots à Gaza 2023. Elle était ex aequo. C'était un prix qui est organisé par l'Institut français avec le soutien quand même du ministère français de la Culture. Elle a d'ailleurs une liseuse qui lui a été offerte à cette occasion. Et puis, de sources diplomatiques, on nous a dit que depuis le 7 octobre, la France avait organisé la sortie de plusieurs centaines de personnes de la bande de Gaza, des ressortissants français, des agents donc de l'Institut français, des boursiers du gouvernement français, mais aussi des lauréats du programme PAUSE. Le programme PAUSE, en fait, c'est un programme qui aide les scientifiques, mais aussi les artistes qui sont exilés. Et en fait, Nour a bénéficié d'une bourse du gouvernement français pour pouvoir étudier à Sciences Po Lille. Et il s'agit donc d'un programme boursier pour les Gazaouis, en fait, qui a été créé il y a 1 an. Alors comment ça a perçu de ces failles? Comment on a détecté ces failles? Ça, c'est intéressant aussi, Régine. Oui, parce que donc Nour, elle est arrivée le 11 juillet, hein, c'est assez frais sur le territoire français. Et donc Jean-Noël Barrot et Bruno Retailleau ont demandé une enquête interne, justement pour comprendre comment c'était possible. Parce qu'en fait, il y a eu un témoignage, un reportage sur elle par une chaîne concurrente. Et à l'issue de ce reportage, en fait, il y a des internautes qui ont décidé d'aller voir qui était cette personne. Qui était-elle ? Pas très compliqué d'aller regarder sur les réseaux sociaux, d'aller sur son compte X et de voir les différents tweets qu'elle publiait. C'est des appels au meurtre de tous les juifs partout dans le monde. C'est l'apologie d'Hitler. Et puis elle disait aussi quelque chose, elle montrait une photo de son oncle qu'elle aimait énormément, une photo où elle est bébé avec lui. Cet oncle, en fait, c'était un des gardes du corps d'Ahmed Yassine. Ahmed Yassine, c'est le fondateur du Hamas. Donc, honnêtement, en quelques clics, on pouvait avoir le profil de cette personne. Le problème, c'est dans ces centaines, parce que au niveau diplomatique, ils sont quand même pas vraiment capables de nous donner le chiffre exact du nombre de personnes qui sont sorties de la bande de Gaza. Moi j'ai vu 292, mais j'ai demandé, et là on me dit plusieurs centaines, on ne me donne pas ce chiffre. Et en fait, donc il y a cette jeune femme de 25 ans, mais ce n'est pas la seule. Hein. Il y a un ex-fixeur, un journaliste employé par France 24, et c'est donc une autre affaire dont on va vous parler dans quelques instants. Et merci de cette enquête très précisément, parce que évidemment, on a un peu le sentiment, Rachel Kahn, que tout le monde sort les parapluies. Hein. C'est pas moi, c'est lui. On aurait dû, mais ceci, mais cela. Et on se rend compte quand on écoute Régine que c'était quand même assez facile de tracer cette étudiante. Oui, c'était assez facile de la tracer, et puis elle a eu quand même son prix sous l'égide du ministère de la Culture, dont la ministre était Rima Abdul Malak, en mars 2023. On connaît très bien la tendance de cette ministre, et le palestinisme n'est pas une nouveauté. Si on en est arrivé au 7 octobre 2023, à ce pogrom, ce crime contre l'humanité, c'est parce qu'il y a eu tout un terreau, à la fois un terreau en Israël, mais un terreau aussi au niveau mondial, avec de l'entrisme. Et alors, à se vouloir du camp de l'humanité et du camp de la paix, quoi qu'il en coûte, parce que le quoi qu'il en coûte, c'est pas simplement quelque chose de financier. Le quoi qu'il en coûte, c'est renoncer à nos principes, à nos fondamentaux, à nos valeurs. Et là, on est tout à fait dans ce cas-là. On fait rentrer, parce qu'on est le camp de l'humanité, toutes les personnes, et notamment les Palestiniens, parce que ça fait bien, et quoi qu'il en coûte, quoi qu'il en coûte aux citoyens français. Et ce que je voulais juste ajouter aussi par rapport à ce concours, c'est qu'elle est quand même arrivée lauréate, mais ex aequo, en fait. Il y en avait 2, ils l'ont quand même choisi. Comme par hasard. Et alors, combien vous avez dit de Gazaoui? Parce que moi, quand je vous écoute, on est en droit d'être inquiet ce soir, de se dire que peut-être il y en a d'autres qui ont le même profil. C'est ce qu'on pense, notamment avec ce journaliste dont on avait parlé tout à l'heure, c'est que dans la presse, on a lu beaucoup 292. Il y a ce chiffre qui est sorti un petit peu partout, je lisais 500, donc moi, je me suis adressée donc au Quai d'Orsay, et de sources diplomatiques, on m'a répondu plusieurs centaines, mais personne avance un chiffre exact.
Et j'en profite pour saluer Mathieu, que je n'ai pas salué. Pardonnez-moi, Mathieu. Noémie Alioua, oui, on a de quoi être inquiet quand même. Hein, quand on écoute Régine Delfour, on se dit 292. C'est le chiffre, c'est une estimation, hein, mais... Alors, ils ne veulent pas apparemment donner les chiffres exacts, mais on peut comprendre pourquoi. Peut-être aussi qu'ils vont aller maintenant décider d'aller faire un tour sur les réseaux sociaux d'un certain nombre d'entre eux. Ce qui est certain, c'est que cette affaire, c'est un fiasco. C'est un fiasco pour le ministère des Affaires étrangères, c'est un fiasco pour l'État, c'est un fiasco pour les services diplomatiques, ça va entacher leur réputation. C'est un scandale ce qui se passe. C'est-à-dire que Régine et Rachel l'ont quand même très bien rappelé. Il ne faut pas être sorti de Saint-Cyr pour aller vérifier simplement les réseaux sociaux de ces personnes qu'on fait venir en France, à qui on ouvre les portes du pays, les portes des meilleures universités d'ailleurs, et que même le directeur de Sciences Po accueille chez lui, dans son propre appartement, pour montrer à quel point il veut être humaniste, il veut aider la population en souffrance. Il aurait simplement fallu d'aller vérifier ces tweets. Et ça n'a pas été fait, ça a été fait par des internautes. Et là, on voit aussi l'importance des réseaux sociaux. On peut remercier aussi les activistes dans l'ombre qui, eux, font des recherches que les autres ne font pas parfois, peut-être pour tout un tas d'intérêts. Et donc, ça ressort, et c'est vrai que ça entache sérieusement le ministère. Maintenant, ce que ça montre aussi, par ailleurs, c'est le niveau de radicalité et de radicalisation d'une partie de la population gazaoui, parce que quand même, cette jeune fille, elle a été triée sur le volet. Il y avait beaucoup d'autres candidats, vous imaginez, et puis c'est l'élite, vous savez, elle a une licence en droit, donc elle est diplômée, c'est une jeune fille gazaoui qui est diplômée de l'université de Palestine, elle fait partie des quelques personnes qui ont été sélectionnées par le ministère, donc elle a été triée sur le volet. Je ne préfère même pas imaginer ceux qui n'ont pas été sélectionnés. Et vous avez vu, quand on a commencé à évoquer cette affaire, et très peu de médias l'ont évoqué, même ce matin, quand je faisais ma revue de presse habituelle avant de préparer nos émissions, j'ai vu un papier dans le Parisien, etc. Mais ça devrait être... Ça met tout le monde dans l'embarras. Ça met tout le monde dans l'embarras. Et ça veut dire quelque chose. Je vous propose, et on poursuit ce débat, d'écouter Eli Korshia, qui a réagi ce midi dans Bini News, qui est président du consistoire central israélite de France. On est sur un fiasco complet sur la façon dont les choses ont été gérées. On comprend que c'est non pas via le ministère de l'Intérieur que cette personne est rentrée en France, elle est passée par le canal diplomatique sur proposition du consulat général de France à Jérusalem. On peut s'inquiéter sur la façon dont ces dossiers sont gérés par ce canal diplomatique. Vous avez rappelé le tweet du ministre Jean-Noël Barrot, c'est un euphémisme pour considérer ce dysfonctionnement majeur quand même qui fait rentrer sur notre territoire une jeune femme dont les postures, les positions sont avant tout un danger pour notre pays. Mais les propos qu'elle tient, cette apologie du terrorisme et cette apologie aussi des crimes contre l'humanité, à la fois entre Hamas et Hitler, eh bien cette personne n'a rien à faire sur le sol français. Et Eli Korshia, donc décidément, Jean-Noël Barrot, il n'a pas un bon timing en ce moment. Hein. Il est toujours à côté de la plaque sur les dossiers ô combien sensibles. Alors, on a un ancien ministre sur ce plateau, André Vallini. Là, c'est pas moi, c'est toi, mais tout le monde sort le parapluie. Et quel est votre regard? Ça m'intéresse. D'abord, mon regard sur le droit d'asile consiste à dire que c'est une très belle notion. C'est une très belle tradition, c'est un très beau principe qui remonte même à l'Ancien Régime, qui a été formalisé par la Révolution française, inscrit dans toutes les constitutions depuis, qui est reconnu par la Convention de Genève. Donc c'est un très très beau principe, qui est là complètement dévoyé, qui aboutit à une espèce de... C'est plus qu'une erreur, c'est une faute. Alors j'en viens à votre question, une faute de qui? Ah oui, à qui la faute? J'espère qu'une enquête va pouvoir le dire. Est-ce qu'on le saura? J'espère que le ministre Barrot, qui a reconnu d'ailleurs que c'était une erreur de ses services, dans un tweet, je viens de le voir à l'instant, le ministre Barrot va diligenter une enquête administrative. Peut-être que la ministre de la Culture, la ministre de l'Enseignement supérieur ou le ministre de l'Enseignement supérieur vont aussi diligenter des enquêtes administratives. Il faut que l'on sache qui a fauté, parce que quelqu'un a fauté. Oui. Je vois beaucoup et je lis beaucoup qu'il s'agit du consulat général de France à Jérusalem, qui aurait laissé passer cette étudiante il est très mis en cause. Néo-nazie. Oui, il est très mis en cause, le consulat général. Donc on va voir, mais il faut absolument qu'on ait une réponse. On ne peut pas laisser... Et puis alors, surtout, et je rebondis sur ce que disait ma voisine, il faut savoir qui d'autre est passé et qui d'autre va passer. Il faut que, vous avez demandé, Thierry, si les mailles du filet sont assez serrées.
J'ai l'impression qu'il n'y a même pas de filet du tout. C'était un peu le sens de ma question, mais j'avais plus ou moins la réponse dans ma question. Mathieu Hoc. Oui, moi je ne suis pas analyste international, mais quand je m'intéresse à ces problématiques, notamment du Moyen-Orient, il y a quelque chose qui me marque toujours. Et notamment, ça fait directement référence à la question des réfugiés palestiniens. Je me dis toujours la même chose, en fait, c'est que ce que nous, on est capable de faire aujourd'hui au niveau français et même européen, certains pays arabes ne le font pas. Par exemple, on dit souvent les réfugiés palestiniens, les pays arabes n'en veulent pas parce que ça déstabilise leur société. Je pense au cas égyptien, je pense au cas jordanien ou même au cas libanais. Et nous, pour autant, on est prêts à accueillir massivement, justement sans contrôle, des Gazaouis. Donc ça, c'est la première interrogation. Mais ce sujet-là, donc de ne pas faire ce que même des pays arabes font pour autant, on peut le dupliquer sur plein d'autres sujets, sur les questions liées au Moyen-Orient, par exemple, sur la question des frères musulmans. Moi, je ne comprends pas aujourd'hui pourquoi des pays arabes aujourd'hui, comme la Jordanie, comme les Émirats ou comme l'Égypte déclarent les frères musulmans comme une organisation terroriste, alors que nous, aujourd'hui, alors qu'on sait très bien qu'il y a une menace maintenant qui a été documentée, cartographiée, on est incapable de prendre ce type de décision. De la même façon aussi, sur la question du Hamas, les pays arabes, donc l'Arabie Saoudite, etc., signent une charte, font une charte pour justement demander à ce que le Hamas dépose les armes. La France, de M. Barrot notamment, ne signe pas cette charte-là. Moi, je ne comprends pas aujourd'hui pourquoi la France, aujourd'hui, n'est pas en capacité de faire ce que même des pays arabes font sous prétexte de peur de quoi ? D'être taxé de raciste, d'être taxé d'islamophobe. À un moment donné, ça suffit, ce chantage moral que font certains dans notre pays et à l'étranger. Pour la France, normalement, la France devrait avoir un principe clair, c'est l'universalisme républicain. Et cet universalisme républicain doit nous conduire à ne pas accueillir des gens qui n'ont rien à faire aujourd'hui sur le sol français ou sur le sol européen, car ils n'en partagent pas les us et coutumes. Alors certains n'hésitent pas à parler de scandale. Parce que vous en parlez, je pense que c'est un scandale. C'est un scandale, parce que dans leur élément de langage, ils disent quand même que ces boursiers sont sélectionnés sur des critères d'excellence académique et font l'objet de vérification de sécurité par les services compétents avant leur arrivée en France. Non. Alors, scandale, vous avez dit scandale. Mathias Renaud, député RN de la Somme, écoutez. Monsieur Barrot, ministre des Affaires étrangères, se défausse en disant que ce serait une erreur, un bug dans la procédure. Mais c'est pas la question. La question, c'est quel est le protocole de sécurité qui est appliqué à ces Gazaouis qui ont été accueillis par le ministère des Affaires étrangères. Comment ils sont recrutés ? On a appris hier soir qu'ils étaient recrutés visiblement via le consulat français, le consulat général à Jérusalem, avec des étudiants proches de l'Institut français de Gaza, et que tout ceci était filtré par le cabinet du ministre. Donc on a là effectivement les germes d'un véritable scandale d'État. Cabinet du ministre. Oui. Petite réflexion, là, vous commentiez les propos de le député du RN dire que le cabinet du ministre était peut-être en cause. Si c'est le cabinet du ministre qui, in fine, apparaît comme étant celui qui a donné son feu vert définitif, c'est très grave. Ça sent pas bon, hein. C'est un scandale politique à ce moment-là. Ouais. Tant que c'est l'administration, le ministre peut toujours dire, bon, c'est l'administration qui a fait une faute, on va sanctionner les responsables. Si c'est remonté jusqu'au cabinet du ministre, c'est le ministre qui est en cause. Mais moi, Thierry, j'ai un vrai problème. J'ai un vrai problème. Le fait que l'ensemble des témoignages des Israéliens victimes, des personnes qui sont sur place, les témoignages des Égyptiens, les témoignages des Libanais, les témoignages des Jordaniens ne soient pas pris en compte par rapport à cette population qui est imbibée d'une idéologie nazie. Ce moment où le nazisme et l'islamisme se sont conjugués, où depuis l'enfance, ils ont été biberonnés à Mein Kampf. Et juste pour vous rappeler que djihad, ça veut dire combat, et Mein Kampf, ça veut dire combat. Et que là, aujourd'hui, on est en train de s'étonner que des populations gazaouis aient ce genre de propos. Mais en fait, c'est pas leur faute, quoi. C'est-à-dire qu'ils ont été brainwashés, une expression qu'aime bien le président de la République. Une expression anglaise, mais bien de chez nous. Oui, ils ont été un lavage de cerveau depuis l'enfance sur ces théories-là. Et par ailleurs, ce qui m'inquiète beaucoup, c'est qu'elles se conjuguent aujourd'hui avec cette même idéologie qu'ont certains représentants de LFI.